Le harcèlement sexuel dont les femmes sont de grandes victimes est au cœur de l'actualité et suscite des commentaires et des interrogations. Simone de Beauvoir a dit « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. » Il importe de préciser justement quels sont les faits qui qualifient un harcèlement sexuel et aussi de pouvoir parler des peines encourues. Au travers de notre émission, nous allons vous donner des clés pour en sortir vainqueur du harcèlement sexuel et pour vous aider à vous relever d'un harcèlement sexuel. Alors je vous invite tout de suite à regarder notre émission sur ce thème. Wow. Push me up. Exactement. Wow, stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Alors aujourd'hui, comme on l'a annoncé dans l'introduction, nous allons parler du harcèlement sexuel. Et pour nous entretenir sur ce thème, nous avons sur le plateau avec nous Estelle à ma droite et à côté d'Estelle Chantal. À ma gauche, il y a Angela et à côté d'Angela, Ingrid. Alors nous allons pour introduire ce thème, bien sûr, donner la définition du harcèlement sexuel. Estelle. Le harcèlement sexuel est défini par le code pénal comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Et du coup, ça va porter atteinte à sa dignité en raison des caractères qui sont dégradants ou encore humiliants, ou ça va même créer des situations mauvaises à l'encontre de la personne. Du coup. D'accord, très bien. Angela, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors oui, et assimilé au harcèlement sexuel, le fait même lorsque ce n'est pas répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Et souvent, celui-ci est recherché par celui qui va harceler, le but en fait d'un profit d'un tiers. D'accord, ok, très bien. Et Chantal, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Il faut savoir que le harcèlement sexuel, c'est vraiment en fait partout. On peut le trouver. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être dans les transports en commun. Même si le harcèlement sexuel au travail est le plus dénoncé, il y a aussi dans d'autres cas que je viens de citer. D'accord, très bien. Et on sait que, alors les chiffres nous disent que 93% des victimes de harcèlement sexuel au travail considèrent que le harcèlement sexuel a vraiment cet effet dégradant et amoindrissant et les empêche d'être efficaces dans le travail. Et au niveau du code du travail, voilà, il y a des articles qui dénoncent justement le harcèlement sexuel. C'est l'article 1153.1 et au niveau du code pénal, c'est l'article 222-33 où il est stipulé qu'aucun salarié ne doit subir des actes dégradants, intimidants, assimilés au harcèlement sexuel, quelle que soit la manière répétée ou qu'il s'agisse d'un cas isolé. Donc, pour vous dire que la loi, en fait, interdit, d'accord, le harcèlement sexuel, d'accord, au travail. Et on sait que le harcèlement sexuel au niveau du travail peut se faire même entre des personnes qui n'ont aucun lien professionnel, d'accord. Vous pouvez être un client, vous venez, vous achetez quelque chose dans le milieu du travail, voilà, dans une boutique par exemple, vous êtes client et vous pouvez subir du harcèlement sexuel. Ça peut être qualifié comme un harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Donc il y a tous ces articles-là que je vous ai donnés qui interdit justement le harcèlement sexuel. Alors Ingrid, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En fait, il ne faut pas confondre agression sexuelle et harcèlement sexuel. Oui. On parle d'agression sexuelle là, lorsqu'il y a contact physique entre la victime et l'auteur de l'agression sexuelle. En fait. Et là, la peine, elle est plus grave. Donc, c'est un peu ça, vraiment ne pas confondre les deux. Mais dès l'instant où vraiment la personne vous a touché, il y a eu quelque chose, un contact physique entre vous, là maintenant, c'est une agression sexuelle, comme on peut par exemple en voir dans les transports publics. Donc, les personnes qui vont venir se frotter à vous et tout, etc. Donc, là, il y a un contact agression sexuelle. Parce qu'il y a un contact physique entre vous. D'accord, très bien. Donc la nuance est vraiment apportée pour dissocier effectivement ces deux notions qui sont assez proches, mais qui sont quand même différentes. Donc qu'est-ce qu'on peut qualifier effectivement d'harcèlement sexuel, Angela?
Alors oui, alors cela peut aussi être des images, des vidéos à connotation sexuelle, comme on a souvent tendance à le voir sur les réseaux sociaux, que ça se partage souvent sur Snapchat, sur WhatsApp parfois, et comme des images pornographiques, voilà, ou encore d'envoyer des lettres ou des notes, des emails suggestifs. Voilà, ça. Et donc voilà, en fait, c'est un peu comme codé, vous voyez, ce sont des messages codés que par email on peut s'échanger, et où le harceleur peut échanger avec sa victime à connotation sexuelle. Ça veut dire que dans le cas par exemple, d'un SMS ou de messages sur les réseaux, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel lorsque la personne t'envoie des images ou des photos à caractère sexuel. Oui, et il faut pas oublier, c'est de manière répétée. Donc, c'est de manière répétée quand on vous envoie, quand on a des propos sexistes envers vous ou des propos obscènes envers vous, et que c'est fait aussi de manière répétée, quel que soit le milieu, effectivement, alors ça peut être considéré comme un harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore de plus par rapport à ça? Du coup, il y a aussi les gestes. Les gestes qui sont un petit peu malsains, les gestes de certaines personnes. Après, comme Ingrid l'a dit, il faut faire du coup la différence entre l'agression et l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel. Du coup, il y a les gestes, il y a aussi les regards. Par exemple, les regards. Moi, je sais que ça m'arrive souvent, enfin, ça m'arrivait souvent avant, des personnes dans les métros ou autres, ils regardent d'une manière un peu insistante. C'est ça, en fait. Et le regard est bizarre. C'est ça, en fait. Il y a le désir dans le regard, c'est pas un regard. C'est que le regard n'est pas du tout amour agapé. Ou j'ai envie de sauter sur toi. Le cœur de l'homme, comme une fait dans son regard. Exactement. Et, du coup, il y a ça, et aussi le fait de siffler. C'est aussi caricaturé dans les films et tout. Les sifflements, ça c'est beaucoup. Non, mais ça veut dire qu'on est tous harcelés, alors les sifflements, les gens. C'est de manière répétée. Le gars, il est posté là dès que tu descends. Je crois qu'il va te siffler. Et moi, j'aime aussi la gestuelle du visage. C'est ça. Les gars là qui, quand tu passes, ils mordent de la même façon, ils te dévisagent de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est vraiment l'attitude, je pense, et c'est aussi les propos au niveau de l'apparence, tout ce qui est vraiment à connotation sexuelle qui rentre aussi du coup en compte. Et même les insultes aussi, parce que je sais que moi j'ai eu affaire à ça, hein, quand je répondais pas aux psys, aux paroles. Oui, après t'insultes parce que tu ne veux pas, en fait. On a le droit de ne pas vouloir. Exactement. Mais oui. C'est quand même embêtant, ça. Attends, on va pas accepter tout le monde, non mais. Donc. C'est vrai. Mais si le gars n'est pas beau, attends, il veut quoi? Donc. Mais ça va même plus loin quand on parle de harcèlement sexuel, parce que ça peut aller jusqu'au fait où la personne en face de toi va te poser des questions du type de tes orientations sexuelles, de tes antécédents, combien de fois tu as eu des rapports sexuels. Ça entre dans le cadre du harcèlement sexuel. Ça peut aller plus loin avec, comme on a dit, le fait de toucher, de tripoter, de se frotter, même si la personne est fait comme si elle ne le savait pas, mais d'effleurer délibérément, en tout cas, la personne, sans son consentement. Voilà, totalement. C'est ça. Et des blagues répétées, quoi. Je sais qu'au milieu du travail, souvent il y a des blagues obscènes, voilà. Qui se passent, mais quand c'est il y a du monde au balcon. Quand c'est vraiment sur la il y a du monde au balcon. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a il y a une grosse poitrine, donc il y a beaucoup de gens au balcon, tu vois. Oui. Donc, des blagues obscènes, mais vraiment ciblées envers la personne, hein, parce que quand c'est fait dans un groupe et tout, là, ça arrive souvent, c'est pas du harcèlement sexuel, mais quand c'est ciblé, c'est-à-dire toi particulièrement, tous les jours, il vient te faire des blagues à connotation sexuelle. C'est lourd. Et que tu lui dis d'arrêter et qu'il n'arrête pas, voilà, c'est une forme de harcèlement quand même. Oui. Alors, Ingrid, est-ce que tu peux nous donner des exemples justement par rapport à ce qui relève justement d'un harcèlement sexuel? Par exemple, votre futur propriétaire, vous avez trouvé un logement que vous voulez louer, et donc votre futur propriétaire vous dit, si tu veux que je te donne le contrat de bail du logement, du coup, il faut d'abord qu'on ait des rapports sexuels. Donc, il faut conclure le bail par une conclusion sexuelle, c'est ça. Conclure le bail par le bail. Excellent. Ou encore même on suit par exemple une formation et on
on vous dit que bon, pour obtenir le référent de la formation, on vous dit que pour avoir votre diplôme, bah, du coup, il faut qu'on ait des rapports sexuels. Donc ça aussi, c'est... il y a beaucoup ça dans les pays, en Afrique et dans les pays où il n'y a pas vraiment de telles lois, en fait, pour protéger. Aux Antilles, moi, tu nous veux quoi, là? Là-bas, il y a trop de débordements. Les Antillais sont réputés pour être chauds. Ah oui. Et les Africains aussi sont très chauds. Hein. Oui. Moi, pour moi, c'est la même chose. C'est le même. C'est chaud. Mais bon, les Français sont chauds à la douce. À la douce, subtilement. Eux, ils exposent pas. Eux, c'est à la doudou. Alors encore, Ingrid. Oui, justement, c'est... Je pense que c'est ça, il va nous donner quelques données. Ah oui. Du coup, au niveau des données, alors en 2016, l'enquête violence et rapports de genre menée par l'INED a permis de mesurer le nombre de personnes ayant subi des violences sexuelles, viols, tentatives de viol, attouchement du sexe, des seins ou des fesses, baisers imposés par la force, pelotage au cours de leur vie. Ces violences ont concerné 14,5% des femmes et 3,9% des hommes âgés de 20 à 69 ans. Quand même, hein. Ah oui, quand même. Donc, c'est affolant comme les chiffre. pourcentages veulent dire beaucoup, quoi. D'accord, ok, très bien. Alors, donc, on va parler des conséquences, justement, du harcèlement sexuel, parce que ça peut avoir des conséquences néfastes sur plusieurs plans, d'accord? Donc, Angela, est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Oui, on peut avoir les insomnies, les peurs intenses, la dépression, les tentatives de suicide, parce que oui, du coup, il y a beaucoup de gens fragiles qui se suicident, malheureusement. L'angoisse, la perte de confiance et perte d'estime de soi. C'est vrai que c'est souvent les caractéristiques qu'on relève le plus, c'est-à-dire que tellement tu es harcelé, tu es oppressé, tu tombes dans des angoisses et la plupart du temps, les victimes se suicident, ou alors, surtout par rapport à la perte d'estime de soi. Je pense que ça peut être dans le cadre du couple aussi, lorsqu'il y a ce genre de choses, parce que oui, il y a des femmes qui sont harcelées sexuellement par leur mari. Quand elles refusent de donner, le gars, il harcèle. C'est ça, non? Voilà, c'est par une privation économique, parfois. On prend la carte bleue, on donne plus de l'argent. C'est ça. Et du coup, ça peut aussi avoir un impact sur la santé et aussi sur la vie sociale, professionnelle et familiale. Donc ça peut vraiment déborder loin. C'est l'harcèlement sexuel. D'accord, ok, très en tout cas, ce que je peux dire aux victimes, c'est que dans tous les cas, elles ne sont pas elles sont des victimes en fait. Oui. Donc elles ne sont pas responsables des mots, des propos, des comportements que l'agresseur a pu avoir vis-à-vis d'elles. Donc déjà qu'elles se libèrent par rapport à ça. Et il n'y a aucun vêtement, aucun comportement, aucune attitude qui justifie en fait le harcèlement sexuel. Donc vraiment qu'elles se sentent libres par rapport à ça. C'est plutôt l'agresseur qui a un problème, mais elles sont victimes en fait. Pas qu'elles aient ce poids-là en fait de se dire peut-être c'est de ma faute, je me suis peut-être habillée de telle façon, je l'ai peut-être regardé comme ça, j'ai peut-être parlé avec lui comme ça, parce que parfois ça peut même... J'ai été peut-être trop légère en fait. dans mes attitudes, dans mes actes. Peut-être que j'ai été tactile et qu'il a peut-être compris que j'étais intéressée. Et du coup, voilà. Donc il faut faire attention à tout ça. Ce qui est important, oui, surtout ce qui est important, c'est de pouvoir parler, de ne pas se taire dans le silence et de pouvoir en parler autour de nous, même quitte à se confier à des amis proches qui nous donneront des conseils aussi par rapport à ça. Et oui, Angela? Je laisse chanter. Non, c'est bon. En fait, dans le cadre où, en fait, elle parlait du fait que, ce n'est pas aux jeunes filles, celles qui sont victimes de ça, c'est pas leur faute. Oui. Je suis complètement d'accord, ce n'est pas de leur faute, elles ne méritent pas de vivre ça. Mais il y a un cas où, il y a des femmes qui cherchent. Oui, non, mais il faut le dire. C'est délicat, peut-être en parler. Il y a des femmes, par exemple, elles vont être très ouvertes. Et elles ne voudront pas aller à la finalité de la chose. Sauf que l'homme, lorsque lui s'est déjà levé, il voudra... Après, je pense que en fait, c'est juste... oui. En fait, je pense que c'est juste en fait l'équilibre à faire, parce que moi, après, ça ne tient qu'à moi, et ça va un peu dans le même sens que qu'Angela disait, c'est que on peut pas... on est dans une société où en fait il y a des codes, codes et il y a une manière en fait de parler. Peut-être que tu ne vas pas parler avec tes paroles, mais ta manière de te comporter, ta manière de te vêtir va être un langage en fait. Tu vas communiquer quelque chose. C'est
pour ça, je pense aussi que la parole de Dieu va nous dire, nous, en tant que femmes chrétiennes, en tant que femmes pieuses, de pouvoir s'habiller de manière décente, de pouvoir, parce que ça nous protège aussi de ces choses-là, parce que effectivement, quand tu t'habilles parfois, ça, bien sûr, on est d'accord que ça ne justifie pas. Oui, bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord que ça ne justifie en aucun cas, peu importe comment elle s'est vêtue, même si elle a eu une mini-jupe, ça ne justifie pas l'acte, en fait. Mais c'est de notre ressort aussi de faire attention à la manière dont on va s'habiller, de ne pas être subjective, provocante, parce que, effectivement, il y a des personnes et des cas où c'est déjà arrivé, on peut le dire, c'est déjà arrivé où, la personne en question, ça peut être des deux côtés, faut pas croire, hein, c'est pas seulement les femmes qui sont harcelées, il y a des hommes qui sont harcelés aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont très attaquantes, comme on a vu avec la femme de Potiphar et Joseph. Quand les femmes ont du pouvoir aussi. Voilà, c'est ça. De leur par exemple, bibliquement, il y a la femme de Potiphar, justement, avec Joseph, où elle a agressé, ça veut dire qu'elle a tenu carrément Joseph jusqu'à ce qu'il Elle a même pris la tunique de Joseph. Voilà, elle a même pris sa tunique tellement, voilà, elle était chaude. Elle était chaude à ce moment-là. Mais c'est pour dire que oui, il y a aucun comportement, il y a rien qui n'excuse ça, mais de notre côté, à nous aussi, aux personnes, en tout cas, voilà, il faut que les victimes aussi de leur côté, en fait, qu'elles fassent attention aussi à la manière dont elles vont se comporter, à la manière dont, parce qu'on peut mal interpréter, parce que c'est un langage que tu envoies, et on sait très bien que l'homme ne voit pas les choses de la même manière, de se dire, bon, quand je vais faire telle chose, ça veut dire, viens, etc., je suis ouverte, donc il faut faire attention. Aux blagues aussi, il faut faire attention, parce que si la personne nous fait des blagues et qu'on rigole, on est dedans, ça veut dire qu'on accepte quelque part, on l'accepte. Et donc, du coup, ça lui donne envie de continuer à faire ces blagues-là, et du coup, après, ça peut prendre une mauvaise tournure. Donc, autant, il faut être sage, en fait, être sage et de faire attention dès le départ aussi, avant que ça ne prenne une mauvaise tournure. Mais je comprends, excusez-moi, je comprends plus quand c'était du même côté, moi, je suis pas d'accord. Non, justement, je suis pas, en fait, non. Ah, ok, d'accord. Si je suis du côté de ce sens-là, mais je reviens aussi de ton côté. L'équilibré. Parce qu'il y a des pays, par exemple, je veux dire, il y a des pays musulmans où des femmes voilées se font énormément violer. Donc, je dirais que si l'homme, c'est un pervers de nature, aussi doit, voilà, si l'homme c'est un pervers de nature et qu'il n'a pas été transformé dans ses pensées, on ne va pas toujours incriminer la femme parce que ce n'est pas toujours au niveau de l'habit, c'est juste aussi l'homme qui n'a pas renouvelé sa pensée. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut de l'équilibre. C'est ça, en fait, ça veut dire qu'il faut que chacun puisse faire ce qu'il a à faire, tout simplement, qu'il soit chacun de son côté. Chacun de son côté, ça va. Et comme on a dit, en fait, il faut que ce soit des actions répétées. Ça veut dire que le harceleur est à chaque fois qu'il est envoyé. Donc, je pense que il y a rien, comme on l'a dit, rien qui justifie. Parce que quand on essaie quand même de dire oui, bon, il y a rien qui justifie, mais quand même faire attention. C'est comme si subtilement on dit quand même que tu as quand même été la cause du harcèlement sexuel parce que tu t'es peut-être vêtue d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que il faut vraiment essayer de faire attention parce que il y a des victimes, elles ne l'ont pas voulu. Et parfois ça peut même venir d'un proche, d'un ami avec qui tu rigoles bien, vous parlez, et puis plus tard ça se transforme en fait en harcèlement sexuel en fait. Donc c'était juste pour apporter ce petit point d'équilibre. On essaie d'équilibrer. Chers internautes, on essaie d'équilibrer les choses, n'est-ce pas, pour ne pas donner tort complètement à quelqu'un. En tout cas, c'est important de se dire que voilà, il faut faire attention, non seulement de notre côté, mais aussi du côté du harceleur. Et je voulais juste rajouter au niveau, là on a parlé de l'aspect vestimentaire, il faudrait aussi faire attention aux lieux qu'on fréquente, parce que c'est vrai que c'est vrai que souvent même si ça justifie rien, le viol en aucun cas on est d'accord, c'est sûr. Il faut éviter d'aller dans des endroits, par exemple des boîtes de nuit, etc. On sait très bien que voilà, c'est, on va dire, le pourcentage que ça nous arrive, il augmente fortement, donc c'est à nous aussi de faire notre part, mais c'est pas notre faute. Il y a des personnes qui s'en saouvent. C'est ça, en plus. Mais il y a des personnes qui l'ont eu dans les transports publics. Il y a des lieux, moi je pense que c'est bien ça. Le lieu ne justifie pas. Moi, je par le justifier, en fait. Par le passé, j'allais en boîte de nuit, mais j'ai jamais été harcelée ou agressée sexuellement, en fait. Et par contre, dans les transports, c'est déjà arrivé qu'un monsieur vienne se branler devant moi. Donc ça veut dire, en fait, que peu importe le lieu, peu importe le lieu où tu es, en fait, j'ai pas envie de dire c'est une question de chance ou de malchance, j'ai pas envie d'avoir ce langage-là, mais c'est pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver partout, en fait. Mais par contre, on peut aussi dire dans l'équilibre qu'il y a des
Dans l'équilibre. Il y a des quartiers qui sont réputés où il y a beaucoup plus d'agressions et d'autres des endroits où on dit souvent même les parents vont dire à leurs enfants. Tu fais comment? Oui, mais tu fais attention, tu ne sors pas. En fait, il y a la nuit très tard, essayer de ne pas emprunter des chemins sinueux. En fait, je sais tout simplement dire, Ingrid, qu'on ne peut pas en fait faire comme si ça n'existait pas, ces choses-là n'existaient pas. La Bible va nous demander d'être sages et de faire attention. C'est pour une raison d'être prudent comme des serpents, parce qu'il y a des choses où, par exemple, des gens vont nous donner des conseils en disant, quand, par exemple, on voit dans les statistiques, par exemple, des accidents, on te dit, par exemple, à ce lieu-là, il y a beaucoup d'accidents. Donc, quand tu arrives, fais attention. Prends tes précautions. Par exemple, il y a des endroits où c'est très glissant quand il va pleuvoir. Donc, on met des règles, on met des choses pour dire d'être prudent, en fait. Ça veut pas dire que tu habites dans un quartier, il y a des gens qui sont fous. Donc, dans ce cas-là, tu vas t'organiser pour qu'à une certaine heure, tu ne sortes plus, par exemple. Ça veut pas dire que la personne qui sort avec quelqu'un. Voilà, ça veut pas dire que la personne qui sort et qu'elle se fait agresser, c'est de sa faute. Mais ça veut dire qu'elle a cherché. Non. Ça veut dire tout simplement qu'on dit, quand il y a tu sais qu'il y a des lieux où c'est dangereux, parce qu'il y a des lieux qui sont dangereux, où il y a des choses qui sont dangereuses et qui peuvent prêter à confusion, on dit tout simplement d'être prudent et de faire attention. Voilà. Maintenant. Ne pas continuer dans le débat, on coupe là. Passer à autre chose, on va continuer justement dans notre thème. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment prouver justement le harcèlement sexuel? Est-ce qu'il y a des preuves qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour prouver qu'on est réellement harcelé? Il faut savoir que dans le cadre du travail, par exemple, le conseil prud'homme est la juridiction compétente qui va pouvoir régler ce genre de litige-là. Oui. Justement prendre contact avec le conseil des prud'hommes. Oui. Maintenant, il faut savoir qu'il appartient à la victime de pouvoir démontrer avec des éléments tangibles, en fait, qu'il y a vraiment, c'est des éléments tangibles, vraiment probants, qu'il y a, voilà, c'est ça. En fait, il faut que ce qu'elle dit, en fait, soit vraiment fondé, en fait, que ces allégations soient vraiment fondées. Et donc, le prud'homme, la preuve est libre, c'est-à-dire que les prétentions peuvent être vraiment en principe démontré par tout moyen, quoi, tu vois. Donc ça veut dire peut-être tu peux peut-être toi-même si tu sais qu'à chaque fois que tu passes dans un lieu il y a quelqu'un qui te siffle à chaque fois, avec ton téléphone tu peux enregistrer ou tu peux prendre en discrétion en fait des vidéos pour prouver en fait, en tout cas tu peux dire tout ce que tu veux, en fait. Il y a pas des éléments irrecevables. Tu peux vraiment, c'est libre, tu peux vraiment dire tout ce que tu veux pour pouvoir prouver en fait que ce que tu dis, ce que tu avances, c'est vraiment la vérité. D'accord, très bien, Ingrid. Et comme pour juste spécifier, là c'est dans le cadre du lieu de travail en fait, parce que Chantal, par rapport à ce que Chantal disait, et même moi aussi ce que je vais dire, en fait, les mécanismes des preuves dans le domaine du harcèlement sexuel sont totalement différents que dans d'autres domaines. Et là, la loi impose un mode de preuve partagé. C'est-à-dire que moi, la victime, par exemple, je dis que j'ai été victime de harcèlement sexuel par mon supérieur, je vais apporter des preuves. Si par exemple il y a des SMS qu'il m'a envoyé à caractère sexuel, ou même sur les réseaux sociaux aussi, s'il m'a envoyé quelque chose, lui aussi, si jamais il veut se défendre, il faudrait qu'il puisse aussi prouver que ce n'était peut-être pas volontaire, ou il ne l'a peut-être. En fait, lui aussi, il doit avoir des preuves pour se dédouaner en griffe de l'accusation dont il est, j'ai envie de dire victime, et de l'accusation qui lui est portée. Parce que c'est pas juste, sinon parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment, il y a des gens qui mentent pour avoir de l'argent ou pour quelque chose. Ils mentent sur le bourreau, on va dire, mais c'est pas vrai. Donc on laisse aussi la chance à l'autre. On peut pas tout croire et dire j'ai été harcelé, j'ai été agressé. On te croit sur parole. Non, il faut que l'autre aussi puisse se défendre, quoi. Et justement, il y a un article qui parle de ça, c'est l'article L1154.1 qui permet justement aux défendeurs de pouvoir apporter les faits, d'apporter les faits contraires justement à la charge dont il est inculpé
pour pouvoir se défendre. Ensuite, Estelle, du coup, par rapport à ce thème, on peut aussi apporter des témoignages d'autres personnes qui ont été témoins ou même qui ont vécu la même chose que nous. On peut également, comme Ingrid le disait, les messages, les emails, parce que des fois aussi, ça peut être même en dehors du lieu, parce que ça peut même se poursuivre via le téléphone ou via la boîte mail. Et également, si on a fait des signalements déjà auparavant, on a déjà prévenu par exemple le médecin du travail ou autre et que ça a encore continué par la suite, on peut montrer que la procédure avait déjà été entamée et que ça a continué. Donc on peut aller du coup dans ce sens-là aussi. D'accord. En tout cas, tout type de preuve, il faut qu'on puisse l'apporter, d'accord, même des petits mots, parce que je sais que il peut y avoir aussi des voisins qui font preuve d'harcèlement sexuel et parfois ils glissent des petits mots sous la porte de la victime. Et donc tous ces petits mots, toutes ces choses, en tout cas, il faut les garder parce que ça va constituer des preuves justement pour qu'on puisse porter plainte et dire qu'on est réellement harcelé sexuellement. Alors, Angela, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Excusez-moi. Et du coup, j'ai d'ailleurs justement un courrier du cœur en fait qui dit: un ami à moi me fait régulièrement des sous-entendus sur le sexe. J'ai beau lui dire d'arrêter, il continue. Je considère cela comme du harcèlement sexuel. Que faire pour qu'il comprenne et arrête définitivement? D'accord. Wow. En plus, c'est un ami, c'est ça. C'est un ami. Je crois que, vu que c'est un ami, après, je sais pas la proximité, mais bon, s'il est très proche, je crois pas qu'il fera ça. En tout cas. C'est jamais, il y en a qui pètent des plombs. Il y a des fous. C'est grave alors, parce que si c'est un véritable ami, alors là, c'est grave. C'est juste qu'en fait, c'est dans son cœur. Lui, il a déjà dépassé le stade d'amitié. Il est dans un truc alors que l'autre l'a toujours friendzoné. Il est toujours pour en tout cas la fille. Je pense qu'en fait son ami est toujours son ami, mais lui dans sa tête il est déjà passé à un autre niveau en fait et il veut plus. D'accord. C'est la communication, moi, je pense. Faudrait lui dire, faudrait vraiment lui dire, ne pas rompre directement la relation parce que ça peut être une bonne amitié jusque des petits malentendus. Sauf qu'elle a viré, elle a tourné dans un autre sens. Mais elle précise que j'ai beau lui dire d'arrêter, il continue. Maintenant, la question qu'elle demande, c'est en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il comprenne et qu'il arrête définitivement? Peut-être lui dire, puisque tu veux pas arrêter, je crois que... Non, moi je lui dirais, tu continues, moi je vais porter plainte, je vais porter... Mais après même votre relation sera comment? Ça fait plainte, il n'y a même plus de relation à ce moment où il est comme ça. Le fait de couper la relation, c'est la même chose aussi, on n'aura plus de relation. Oui, voilà, c'est ça. Si tu décides de couper la relation, si tu dis je vais porter plainte, si tu vas porter plainte, peut-être que ça va le freiner. Mais après comment vous allez être amis encore alors qu'il t'a déjà amis? Moi non plus. Après, peut-être que ça va lui faire un choc et qu'il va se remettre en question, justement. Après, je pense que ça peut continuer. Moi, je pense que ça peut continuer. Si en lui disant ça peut lui faire un choc et qu'il se remette en question et qu'il revoie ses dispositions et qu'il reparte sur de bonnes dispositions. Après, moi, je trouve ça malsain que dans tous les cas, si la personne est attirée par vous et de continuer l'amitié, pour moi, c'est pas possible. Elle est toujours dans le... En fait, le fait de savoir qu'elle a eu des pensées comme ça, le fait de savoir que après, elle a désiré, elle a continué à... Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça n'empêche pas que... C'était pas du harcèlement sexuel. Oui, c'était voilà, juste... mais là, ça basculait de l'amitié au... Oui, ça encore, ça arrive. Harceler quand même ton ami, elle te dit d'arrêter et tu continues. C'est vrai que c'est malsain. Après, ça dépend de comment... Quand il a commencé, comment elle réagissait aussi. C'est ça. Si elle réagissait... Si elle était au départ, elle rigolait, il envoyait des messages, je sais pas. Donc là, je pense que voilà, et lui, du coup, il n'y avait pas de limite, elle ne mettait pas de limite. Du coup, il continue en fait. Justement, la limite, ça peut être l'électrochoc de lui dire que non, là, je vais commencer à porter plainte, là, si tu n'arrêtes pas. Et aussi, on peut peut-être, parce que souvent, tu peux être ami avec quelqu'un, mais vous pouvez avoir aussi un groupe d'amis ensemble, peut-être au fait justement s'y demander en fait à d'autres hommes de lui parler en fait pour lui dire, peut-être tu te rends pas compte, mais ce que tu fais, c'est de l'harcèlement sexuel en fait, arrête de faire ça. Si elle te dit d'arrêter, arrête. Peut-être que le fait aussi qu'un autre homme, un autre de ses amis puisse en parler, ça peut peut-être aussi le... Voilà.
le réveiller. En vrai, ça peut aller plus loin aussi parce que je sais qu'il y a des amitiés où ils sont vraiment amis et du coup, la fille en question est amie avec les parents même du harceleur en fait. Oui, de l'auteur. En fait, c'est qu'ils sont des familles très proches, donc ils peuvent se dire des choses. Quand il y a l'amie en question qui discute beaucoup avec la maman, elle dit bon, oui, ton fils, je le trouve un peu insistant, etc. Et sa mère, vous allez lui parler. Ça dépend de la relation que vous avez. C'est le cas aussi qui existe, quoi. Et la maman, a une certaine autorité aussi parfois de dire, voilà, normalement, oui, de pouvoir corriger les choses. De dire, bon, voilà, fais attention, mon fils, parce que là, ça peut être dangereux pour toi, quoi. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Et dans le cadre où, effectivement, le harcèlement sexuel prend une tournure où ça peut être dangereux, où on sent la dangerosité de l'harcèlement, où on a des mots de plus en plus, comment dire ça, insistants, mais de plus en plus violents aussi, où on sent que la personne, elle va vraiment passer à l'acte, on se sent en danger, on se sent véritablement en danger, parce que je crois qu'il y a aussi cette phase-là où on se sent vraiment en danger et que ça va crescendo, c'est-à-dire que ça commence petit à petit pour monter, et quand on se sent justement en danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir justement par rapport à ça, pour sa sécurité? Alors, il ne faut surtout pas rester seul. Il faut en parler à quelqu'un de confiance autour de nous. Alors, lorsque c'est dans le cadre de l'église, en parler parce que oui, on peut aussi être harcelé à l'église, à nos responsables à l'église, à nos pasteurs, à nos leaders. Lorsque c'est dans le cadre du travail, n'hésitez pas à en parler. Harceler à l'église, quand même. Il y a des loups à l'église. Il faut quand même oser, quoi, pour venir à l'église harceler. Non, mais. Bah oui, des messages insistants. Non, mais c'est vrai, il peut y avoir ça, des messages insistants et tout ça répété. Tu as déjà dit à la personne d'arrêter. Que tu ne veux pas. Il insiste. Oui. Dieu m'a dit. Balance. Dieu m'a dit. Je vais te balancer au pasteur, mais en 2, 4, 6. Et dans le cadre professionnel, on peut en parler à un médecin. Marine parlait du médecin du travail. Estelle. Elle est restée sur Marine. Assistante sociale, avocate ou un avocat ou une association. On peut aussi contacter le 3919. On le voit dans toutes les pubs en ce moment à la télé et qui est à notre disposition, à nous toutes. Si nous sommes victimes ou si nous constatons que quelqu'un dans notre entourage est victime du harcèlement sexuel. Et quel conseil on peut encore donner, Ingrid? Ah, je pensais que Chantal avait un... Je pensais que tu voulais parler. Ah non, vas-y. Ah d'accord, très bien. Donc, si vous êtes victime de harcèlement au travail, vous pouvez alerter soit le chef d'entreprise, par exemple, si possible, même faire un écrit, en fait, pour qu'il y ait une trace, vraiment, pour dire que, bon, voilà, il y a tel collègue qui me harcèle. Parce que souvent, ce qu'on va faire au début, on va aller se plaindre, on va parler sans forcément qu'il y ait de trace écrite. Mais la trace écrite, elle est importante. Parce que si jamais l'action que vous entamez, elle va plus loin, vous pouvez même aller montrer, par exemple, si vous portez plainte, vous pourrez dire non. Mais j'avais même écrit à mon supérieur hiérarchique pour lui dire que, voilà, j'étais harcelée. Solliciter aussi les instances représentatives au travail, c'est-à-dire le délégué du personnel, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité au travail, vraiment pour, comme je disais, alerter pour dire que nous sommes victimes de harcèlement sexuel de la part de tel ou d'un tel. Et quand c'est maintenant le boss, le big boss même de la société, là, ça complique un peu plus les choses. Mais parce que si toutes les personnes, les instances que vous allez contacter n'arrivent pas forcément à lui faire entendre raison, lui dire quoi que ce soit, peut-être là aller à la police et puis porter plainte, et peut-être là maintenant ce sera aussi une issue. Et peut-être même pouvoir découvrir d'autres cas. Souvent c'est pas la seule personne même aussi. Il y a beaucoup plus de personnes qui... Et du coup, pour rebondir, si vous savez que... Enfin, même si vous savez pas, si vous n'osez pas aller voir quelqu'un, pensez que peut-être la prochaine, une personne plus faible que vous qui peut aller même au suicide, ça, en fait. peut subir les mêmes choses. Donc, il faut pas, entre guillemets, être égoïste, mais faire vraiment nous agir, surtout si on est en Christ. On a la force de Dieu, donc on peut le faire. Donc vraiment, aller en parler. Et du coup, on peut aussi en parler au médecin du travail, comme Angela l'avait dit, ou encore l'inspecteur du travail, ou encore saisir le défenseur des droits, du coup. C'est pas le football. Et d'ailleurs, même, on peut se poser la question, concrètement, ça, ce sont des choses qu'on peut faire au niveau de l'homme, au niveau des institutions, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi une arme qui est la prière.
de pouvoir aller chasser tous les démons derrière cette personne-là qui essaie de... Non, mais sérieusement, on voit plusieurs fois dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui ont des actes bizarres, mais ça peut être comme cause. On peut pas ignorer en fait que la cause peut être spirituelle aussi. Oui, bien sûr. C'est pas tout le monde, parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs causes à ce que quelqu'un devienne harceleur, soit à cause des blessures, de ce qu'il a vécu, de plein de choses. Mais ça peut être aussi spirituel. Et de pouvoir aussi s'attaquer à ses forces, en fait, les coups de tête balayette, les enchaîner là, pour leur dire, de dire non, en fait, ça suffit, j'ai une autorité en Christ, je suis une enfant de Dieu, tu ne peux pas te permettre de faire ça, donc tu vas entrer dans la prière et tu vas commencer à régler les histoires. Et de se dire, de toute façon, le Seigneur m'accompagne. Parce qu'il y a des cas où, comme elle dit, c'est le big boss, c'est un peu plus compliqué. Ah, mon ami, moi je marche avec Dieu. Dieu va exposer cette situation au nom de Jésus. Amen. Et c'est déjà arrivé, comme moi j'ai déjà pris un témoignage un jour sur Partage ton histoire, où la sœur en question était tombée dans un réseau de prostitution. Et il y a eu des choses qui ont été dénoncées, etc. Mais aujourd'hui, tu vois que la police a réussi à attraper tout le réseau. Donc le réseau a été disloqué. Donc en fait, Dieu est capable, Dieu connaît la vérité, il est capable d'exposer et de révéler les choses, même de pouvoir aider les policiers pour qu'ils aillent attraper. Donc t'inquiète même pas que sur ce côté-là aussi, on peut gérer. On ne peut pas se dire on va rien faire. Non, tu peux également prier. Tu peux également prier dans le sens où que Dieu expose la chose qui s'est passée en fait, pour que justice soit faite. Tu peux également prier pour la personne et contre les démons. Je dis bien pour la personne et contre les démons. Voilà, pas contre la personne parce qu'il faut prier parce que cette personne elle a un problème. Mais prier contre aussi les esprits malins qui sont derrière cette situation-là. D'accord. Aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est aussi pardonner la personne. Parce que peut-être que la personne elle le fait, mais peut-être elle a subi les mêmes choses, elle n'a pas été guérie. Donc faut en parler, faut pas non plus se mettre, si on est la victime, se mettre, mettre la personne qui nous a fait un harcèlement sexuel à la place de la victime. Faut pas inverser les rôles, mais il faut quand même pardonner et ne pas aller pour soi-même. Voilà, en fait, ne pas vouloir faire du mal derrière. C'est super important aussi. C'est très puissant ce qu'elle dit parce que très profond aussi. Il faut comprendre que parce qu'on va dire pardonner, mais il y a des gens qui ont dit oui, mais c'est facile à dire. Mais il faut comprendre que le pardon est divin et une puissance derrière. Parce que lorsque nous pardonnons, c'est d'abord pour nous. Et lorsque nous restons dans la rancune, en fait, c'est des portes que nous ouvrons à l'ennemi. Et donc, nous aurons tendance, comme tu as dit, à vouloir le répéter, en fait, dans notre entourage, en fait. Et même à devenir un harceleur. On sait jamais, il y a des gens, celui qui a été blessé, blesse tout naturellement. Donc, je pense que, pour ceux qui sont chrétiens, de demander la force à Dieu, d'intervenir, de donner la force de pardonner l'autre, et ceux qui guérir les blessures, guérir, voilà. Il y a plein de gens qui sont détruits à cause de ça. Il y a plein de gens qui témoignent et qui se rendent compte qu'ils ont eu après une attitude bizarre, une vie de débauché ou de mensonge, tout simplement parce qu'ils ont été cassés dans leur estime de soi. Ils n'ont pas pardonné, ils sont restés avec ces choses-là et ça a créé des forteresses en eux. Donc et en fait, ils se font vengeance à eux-mêmes. C'est ça en fait, et au final, sauf que c'est eux qui souffrent dans l'histoire. Au final, Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est facile à dire, mais c'est nécessaire et important. Il y en a qui sont arrivés à le faire. Avec le Seigneur, on peut arriver à le faire. D'accord. Alors aussi, par exemple, une femme célibataire qui a un voisin qui la harcèle sexuellement, qui lui envoie tout le temps des mots et parfois même qui utilise des jurons comme SALOPE, machin, je veux te toucher, je veux te caresser, etc. Comment elle peut assurer sa sécurité si elle a déjà porté plainte et qu'il n'y a rien qui est fait justement au niveau de la justice? Comment elle peut assurer sa sécurité dans ce cas-là? Moi, honnêtement, comment j'aurais agi? J'aurais versé du sel devant sa porte. J'aurais amené des côtes du sel. Je rigole, ouais. Franchement, j'aurais emmené mes oncles, mes grands frères, si et là. Mais après, bon, il y a des gens qui sont orphelins, qui sont peut-être tout seuls. Ah, je paye des gens. Franchement, moi, je paye des gens pour qu'on te tabasse. Franchement, en fait, tu payes des gens pour te tabasser. C'est très chrétien. En fait, c'est une blague. Il faut dire en fait que si même l'État qui est censé assurer la sécurité de sa population n'arrive pas à le faire avec la police, on est pratiquement livré à nous-mêmes en fait. Et donc du coup, on va essayer de chercher des techniques et des moyens pour nous protéger, et ce ne sera pas forcément les bonnes techniques si par exemple ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne savent pas que Dieu existe, elles ne vont pas prendre la peine de prier. Si par exemple elles n'ont pas forcément les moyens aussi pour se dire que je vais déménager, je vais habiter dans un autre quartier, elles vont essayer vraiment par elles-mêmes de trouver des solutions, et ça pourra être par exemple de faire appel à des personnes qui sont plus fortes pour menacer la personne, etc. etc. Mais or que là, la personne en fait, c'est-à-dire le harceleur, peut aussi se retourner contre
cette personne-là et porter plainte aussi, une main courante en disant que non, on me menace. Mais ce sera une injustice que la police prenne en considération la plainte du harceleur, alors que moi j'ai porté plainte depuis pour dire qu'ils me harcèlent et ils ne font rien en fait. Il y a des failles, il y a des failles dans le système. Voilà. Après, sinon, on peut inviter aussi quelqu'un à habiter avec même une amie, pas forcément la famille, mais pour ne pas être seul en fait, parce que je pense que si la personne est entourée, peut-être que l'harceleur ne va pas se montrer en fait. Ou après, si c'est très extrême, après, il y en a qui ont des problèmes psychologiques et qui insistent. Même la personne qui a vu les choses porte plainte aussi. Comme ça va appuyer deux fois la chose. Ça me rappelle une histoire en fait que j'ai lue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un monsieur, il était en prison. Oui. Du coup, il est sorti de prison et son frère avait un appartement dans un immeuble. Il a logé l'ancien prisonnier là. Sauf que là, il a fait plus de 10 ans, donc il a des problèmes psychologiques. Et il n'arrête pas justement d'harceler la voisine. Et du coup, là, il se demande que faire en fait parce que elle est compatissante du fait qu'il sort de prison. Oui. Si elle ne va porter plainte, il va peut-être repartir. Moi, j'aurais porté plainte pour lui, là, qu'à repartir au placard. Après, si vraiment il a des problèmes psychologiques, la justice pourra juger que c'est pas de sa faute. Ou alors peut-être parler à celui qui l'héberge pour lui dire les faits, parce que peut-être qu'il n'est pas au courant. Et du coup, il voit avec son ami pour que son ami aille se faire soigner aussi. C'est pour ça même d'ailleurs on peut donner justement conseil à toutes celles qui nous regardent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu est votre bouclier et votre protection, la Bible nous le dit. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes escortés par des anges. Il y a le Seigneur qui a mis ses anges et qui a dit qu'ils vont camper autour de nous en fait. On peut mettre notre espérance en la parole de Dieu. Dieu est celui qui veille sur nous. Nous sommes ses enfants. La Bible dit que celui qui touche à touche de Dieu. Pardon? Oui, celui qui touche au oint de Dieu ou à sa prune. Oui, voilà, touche à sa prune. J'ai même la prune. Voilà. En tout cas, celui qui te touche, en fait, quand son enfant, en fait, il touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu ne laissera personne. Il va pas laisser faire ça. Il va pas laisser faire ça. Donc, on peut mettre, toi, peut-être qui ne connais pas le Seigneur, tu peux décider aujourd'hui, en fait, de mettre ta confiance en Dieu. Et tu verras comment les choses vont changer. Et donc, tu peux, à ce moment-là, vivre dans la paix de Dieu et être dans la sécurité. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc après, bon, en tout cas, c'est à l'appréciation de chacun, en tout cas, et parce que peut-être on peut sentir que là aussi, on est vraiment en danger, et sortir, quitter, prendre un autre lieu, changer d'adresse, tout simplement parce que on a senti la dangerosité de la personne, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dangereuses. Donc, il faut vraiment faire attention et quitte à quitter le lieu, il vaut mieux le faire pour assurer la pérennité de sa vie. J'ai une question qui vient de me revenir. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le cas du harcèlement sexuel dans la famille. Parce que c'est vrai qu'il y a des oncles qui vont harceler des enfants ou même des pères. Dans les cas d'inceste, comment dire, lorsque ton père t'harcèle, il veut avoir des relations sexuelles avec toi et sauf qu'il que c'est ton père. Ça vient de me revenir parce que je me dis qu'il y a des gens qui ont beaucoup. Il y en a beaucoup, énormément, c'est vrai. Et les gens ne parlent pas parce que justement c'est dans le cadre de la famille. Quand c'est des enfants, c'est ils veulent couvrir la nudité de leur papa et leur maman. Et c'est même la nuit. Il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est vrai que quand on a un enfant timide, en fait c'est pas évident aussi. Sinon on va continuer à subir en fait. Je pense que c'est vrai que c'est difficile parce que quand on surtout en fonction du caractère de l'enfant. Mais dans tous les cas, je pense que c'est quand même important de trouver au moins une oreille qui pourra nous écouter. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, en fait. Parce que ça ça dépend. Si on pourra peut-être en parler à quelqu'un, à un oncle, une tante, même à la maman, ou je sais pas trop. Et elle peut, souvent, c'est un truc, pas qu'elle va te croire, parfois même, elle va essayer d'étouffer l'affaire. Couvrir en fait. Alors que c'est pas la bonne chose. Donc peut-être chercher quelqu'un d'autre où tu sais que, bon, elle, si tu lui dis un truc, non seulement elle va te croire, elle va t'écouter, mais aussi derrière elle pourra réagir. Exactement. Parce que c'est important de réagir à l'instant pour que l'enfant ne subisse pas, qu'il n'aille pas plus loin dans ses intentions en fait. Oui, parce qu'il y a des cas où c'était le parent, soit la mère ou le père, et sauf que l'autre parent, la mère voulait pas se retrouver seule avec rien, donc j'ai entendu une histoire comme ça. Non, mais c'est même pas qu'elle voulait pas y croire, c'est que elle savait, mais elle a étouffé l'affaire parce que sinon elle allait se retrouver, son mari allait en prison, elle allait se retrouver sans ressources, etc. Et là, dans ce cas-là, c'est clair que prendre quelqu'un de l'extérieur, c'est quand même... Ça fait mal. Après, pour les enfants, je sais qu'à l'école, il y a souvent des assistances sociales. Il faudrait en parler
Après, il y a des façons de dire les choses, mais je pense que pour les enfants, si c'est dans la famille, etc., on n'a pas encore la sagesse de dire on va le dire à un autre enfant, parce que l'autre enfant, il va faire quoi? Il faut vraiment, du coup, parler à l'école si c'est possible. Et pour les grandes personnes, faut le faire. Hein. C'est à nous de le faire parce que on est mature et je pense qu'on peut le faire à notre âge. Mais la question est celle-ci, peut-être que je vais poser une question épineuse, après on n'est pas obligé d'y répondre. Mais c'est de se dire, la personne qui est quand même assez mature, qui est quand même assez grande pour réaliser que ce que son père ou sa mère a fait, doit-elle porter plainte contre son père ou sa mère? Oui, mais tu sais que parfois... Je pense oui, vas-y. J'allais dire, tu sais que parfois, en fait, c'est délicat dans le sens où... en fait, l'amour du parent, parfois... Prend le dessus, en fait. Et tu te dis... c'est mon père, et s'il est comme ça, c'est comme par exemple ces enfants qui voient leur père frapper leur maman, c'est papa et maman, et puis c'est comme ça en fait. C'est leur histoire, ils vont régler leurs problèmes entre eux. Ils subissent. Après, moi je dirais, si la personne elle est déjà assez grande, majeure, je pense qu'il vaut mieux qu'elle parte et tout. Qu'elle parte de son lieu de domicile, c'est mieux. Et après, bien sûr, après, il faut pas qu'elle laisse la chose comme ça. Oui, bien sûr. Parce qu'il est question que le parent puisse guérir aussi de cela. Parce qu'il est malade. Il est malade. Donc, il faut qu'il fasse quelque chose aussi. Parce que sinon, si elle part, ça veut dire qu'elle laisse la place à quelqu'un d'autre qui va être harcelé et qui va subir ça parce que le parent n'est pas guéri. Donc, il va encore faire. Donc, la question, c'est vraiment de trouver les moyens, en tout cas, quand elle part, de faire en sorte que cette personne-là soit dans un processus de guérison et qu'il puisse arrêter, en fait. Et aussi, je pense qu'il faut oser affronter. Oui. À un moment donné, il faut oser affronter et parler, en fait, à son parent qui a fait ça. Écoute, papa, écoute, maman, ça... Je comprends totalement ce qui se passe là et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faudrait que en fait, vraiment, oser parler. Parce que se terrer dans le silence, ça va pas faire avancer les choses. Parce que même s'il part, les autres, justement, comme tu dis, qui vont subir. Donc il faut, si la personne n'est pas capable d'aller porter plainte, justement, et d'aller saisir le tribunal, mais il faut qu'elle, à son niveau, qu'elle prenne du courage. Qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle parle à la personne. Maintenant, là, c'est un autre cas si la personne ne peut pas écouter ni changer, mais en tout cas, qu'elle le dise. Qu'elle le dise, qu'elle parle, en fait. Oui, c'est vraiment important ce que Chantal dit, parce que c'est vrai que dans les cultures africaines, c'est très difficile d'aborder ce genre de sujet avec nos parents, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tabous, et je vois pas avec un papa de 70 ans, tu vas l'asseoir. Tu m'as abusé quand il était petit. Donc, les temps ont changé. Il faut vraiment demander la sagesse aussi à dire, parce que c'est compliqué avec les de parents, là, c'est chaud. Le Saint-Esprit. En tout cas, la sagesse de Dieu va nous guider. Mais c'est important de ne plus subir, d'accord, et de faire en sorte que derrière, effectivement, qu'il y ait des choses qui soient faites. En tout cas, même si on ne va pas jusqu'à la dénonciation au niveau des tribunaux, mais au moins qu'au niveau de la famille, ça se règle, en fait. Au niveau de la famille, que les personnes s'asseyent, en tout cas que la famille s'asseye et règle le problème, parce qu'il n'est pas question que ça puisse perdurer dans le temps. Alors, on va justement regarder la Minute Push. La Minute Push va vous donner des conseils justement pour des personnes qui sont témoins d'harcèlement sexuel. Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est possible de faire. Nous allons vous donner des conseils pour pouvoir être un témoin qui soit efficace et qui aide la personne qui est victime d'harcèlement sexuel. Alors, je vous invite à regarder la Minute Push sans plus tarder. Dans la Minute Push du jour, nous allons vous donner des conseils, en tout cas pour les personnes qui sont témoins d'harcèlement sexuel. Alors, il peut y avoir deux types de témoins. Il peut y avoir le témoin qui voit ou qui entend et qui a des preuves de harcèlement sexuel. Et il y a aussi le témoin à qui la victime raconte justement les faits, mais qui n'a pas vu et qui n'a pas entendu et qui n'a pas les preuves. Alors, à ma droite, justement, on va parler justement, on va donner des conseils justement au témoin qui, lui, il voit et il entend. Il a les preuves, en tout cas, les preuves visibles de harcèlement sexuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à ces témoins-là? Du coup, je vais prendre un exemple pour illustrer la chose. Imaginons votre petite sœur, elle se fait abuser sexuellement par votre papa, et vous avez entendu parce que vous êtes dans la même chambre ou parce que vous étiez dans la chambre à ce moment-là. Du coup, un conseil, c'est vraiment de parler à votre petite sœur en lui apportant votre soutien et en leur disant que vous êtes au courant et qu'elle peut en parler et elle peut s'appuyer avec vous en fait par rapport à cette histoire.
D'accord. Okay, nous avons un autre cadre où le témoin a vu la scène, c'est-à-dire c'est une scène qui se passe sous ses yeux, par exemple. En direct. Voilà, c'est ça. Par exemple, dans la rue, il est en train de marcher. Imaginons un homme en train de marcher et ou une femme. Hein, et il y a une femme qui se fait harceler. Il y a quelqu'un qui la suit, par exemple. Bah, cette personne, en fait, peut aller parler comme si c'était son ami, se rejoindre la personne et lui parler comme si c'était son ami, comme s'il se connaissait de longue date, afin que la personne qui suit soit dissuadée de pouvoir continuer à harceler ou à chercher à faire des choses. D'accord, ok, très bien. Et donc pour le témoin justement qui n'a pas vu et qui n'a pas entendu la victime se faire harceler, mais à qui la victime a raconté justement la scène d'harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à ce témoin-là? Alors oui, moi j'aiderais cette personne-là spirituellement dans le sens où le fait de garder ces choses-là dans le cœur, ça va développer des frustrations, des blessures en fait qui vont engendrer de la rancune sur le long terme. Du coup, en fait, j'aiderais cette personne-là spirituellement en l'appelant souvent, priant avec cette personne-là, la pousser à écouter des prédications sur le pardon. Parce que en réalité, le pardon est une puissance qui libère. Et le fait qu'elle pardonne, ça va l'aider à avancer et à aller de l'avant. Et ne pas rester en fait captif et de donner l'occasion au diable, en fait, par l'offense, de l'atteindre en fait dans sa vie. Donc vraiment spirituellement, je l'aiderai et je la suivrai pendant un bon bout de moment parce que en réalité, la restauration n'est pas d'un claquement de doigts, c'est un processus qui peut prendre du temps. Donc franchement, je pense que je l'aiderai tout au long de ce processus-là jusqu'à ce que je vois que elle va mieux. Et de mon côté aussi, je demanderai des stratégies au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui veut nous donner des stratégies pour nous dire comment aider la personne dans ces situations-là, étant donné qu'on est dans le cadre spirituel. D'accord, donc ce sera un témoin qui apporterait une aide spirituelle justement à la victime. Ingrid, oui. Déjà être une écoute pour la personne, c'est-à-dire que celle qui a vécu le harcèlement sexuel, vraiment l'écouter parce qu'elle a besoin de ça en fait, et donc dans l'écoute aussi lui dire qu'elle n'est pas fautive de ce qu'elle a pu vivre et aussi lui proposer son aide pour l'accompagner dans la démarche par exemple administrative, c'est-à-dire s'il faut porter plainte, se dire bon ok, je suis là avec toi, je ne te laisse pas seule, je t'accompagne et vraiment l'accompagner dans ce sens-là. D'accord, très bien. En tout cas, merci mesdames pour ces précieux conseils donnés aux témoins de harcèlement sexuel. Alors, nous espérons que cette Minute Push vous a encouragé, vous a béni. Et puis, on se dit à ciao, bye bye pour une autre émission sous un autre thème. Au revoir.